Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur un livre au titre, je trouve, absolument formidable, mais qui a attrapé le bison de X et autres questions que vous n'avez jamais osé poser à haute voix. C'est de David Louapre. Ah oui, David Louapre. Exactement. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est un physicien à la base, docteur en gravité quantique, donc un domaine assez pointu. Tout à fait. Mais il est surtout connu pour sa chaîne YouTube, Science étonnante, qui cartonne. C'est un vulgarisateur incroyable. Et ce qui est génial dans son approche, et ça se retrouve totalement dans le livre, c'est son point de départ. Il part pas de théories hyper compliquées, mais de questions d'enfants en fait. Souvent les siennes. C'est exactement ça. La démarche est si accessible. On prend une question qui a l'air toute simple, un peu naïve même, et en tirant le fil, on découvre des concepts scientifiques hyper profonds. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a choisi 3 de ces questions pour un grand écart assez spectaculaire. On va aller de l'infiniment grand à l'infiniment petit, en faisant un petit détour par le centre de la Terre. Un beau programme. Allez, on commence fort. Une question qui donne le vertige. Y a-t-il plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre? Ah, la grande question. Spontanément, je me dis que c'est une question piège. C'est le genre de truc impossible à calculer, non? Eh bien, c'est là que la science est intéressante. Le but, c'est pas d'avoir un chiffre exact à la virgule près. C'est d'obtenir ce qu'on appelle un ordre de grandeur. Une estimation, quoi. Exactement. Une idée de l'échelle. Et pour ça, on y va par étapes. Commençons par les étoiles. Il faut d'abord estimer combien il y en a dans une galaxie. D'accord, on prend la nôtre comme référence, la Voie lactée. C'est un bon point de départ, oui. On estime qu'elle contient à peu près 400 milliards d'étoiles. Mais pour être plus large, on regarde aussi les voisines, comme Andromède. Qui est plus grosse, je crois. Un peu plus grosse, oui. On pense qu'elle pourrait en avoir jusqu'à 1000 milliards. Alors, pour simplifier le calcul, gardons ce chiffre rond. 1000 milliards d'étoiles par galaxie. Ok, ça marche. 1000 milliards d'étoiles par galaxie. C'est notre premier ingrédient. Et maintenant, le plus difficile. Combien de galaxies? Alors là, on ne peut pas les compter une par une, évidemment. Et c'est là qu'intervient le télescope spatial Hubble. Au début des années 2000, des astronomes ont une idée un peu folle. C'est-à-dire? Ils décident de pointer Hubble pendant plus de 11 jours vers un tout petit bout de ciel qui avait l'air complètement noir. Vide. Mais attendez, c'est un pari dingue. Le temps d'observation de Hubble, ça coûte une fortune. Ils ont risqué de pointer le télescope le plus puissant du monde sur rien. Un risque énorme, oui. Beaucoup de gens dans la communauté pensaient que c'était du gaspillage. Mais l'idée, c'était que ce noir n'était peut-être pas du vide, mais juste de la lumière d'objets incroyablement lointains. Et alors? Et le résultat a dépassé toutes les espérances. L'image, c'est le fameux champ profond de Hubble. Dans cette zone minuscule, pas plus grande qu'une tête d'épingle, ils ont trouvé près de 10 000 galaxies. 10 000? Dans un point qui semblait vide. C'est à peine croyable. Et à partir de là, le reste est presque simple. On extrapole. On se dit que si ce petit échantillon est représentatif du reste du ciel, alors il faudrait environ 10 millions de photos comme celle-là pour tout couvrir. Ce qui nous mène à un nombre total de galaxies D'environ 100 milliards de galaxies dans l'univers observable. D'accord. Alors, on a nos 2 chiffres, 100 milliards de galaxies, que l'on multiplie par les 1000 milliards d'étoiles qu'on a estimées pour chaque galaxie. Oui, Ça donne 100 000 milliards de milliards. C'est un nombre qui ne veut plus rien dire. En notation scientifique, ça fait 10 puissance 23, c'est ça? C'est ça, un 1 avec 23 zéros derrière. Impressionnant. Bon, et le sable maintenant? Alors, le sable. Paradoxalement, c'est presque plus compliqué. C'est moins bien rangé que les étoiles. Mais on peut utiliser la même logique d'approximation. On part de la longueur de toutes les côtes du monde. D'accord. On estime ça à environ 1 million de kilomètres. Ensuite, on imagine une plage moyenne, disons 100 mètres de large sur 10 mètres de profondeur tout le long de ses côtes. Ok, je vous suis. On multiplie tout ça et on obtient un volume de sable de plage de 1000 milliards de mètres cubes. 1000 milliards de mètres cubes. Il reste à savoir combien de grains là-dedans. C'est ça. Pour un sable assez fin, disons un grain d'un quart de millimètre, on peut en mettre environ 100 milliards dans un seul mètre cube. D'accord, mais là j'avoue que je suis un peu plus sceptique. Cette estimation me semble beaucoup plus fragile. On a complètement oublié les déserts. Le Sahara, c'est gigantesque. C'est une excellente remarque. C'est tout à fait juste. On ignore les déserts, on ignore le sable au fond des océans. C'est la limite de l'exercice, bien sûr. Donc le calcul est un peu faussé, non? Il est incomplet. Mais c'est ça.
un calcul d'ordre de grandeur. On sait qu'on sous-estime. La question, c'est est-ce que ça va changer le résultat de manière fondamentale? Est-ce qu'on va passer de 10 puissance 23 à 10 puissance 40? Probablement pas. On va peut-être multiplier par 10 ou 100, mais on restera dans le même voisinage, si je puis dire. Entendu. Alors, finissons ce calcul, même s'il est imparfait. 1000 milliards de mètres cubes multiplié par 100 milliards de grains par mètre cube, Ça nous donne. ça nous donne, attendez, ça fait 10 puissance 23. Exactement. Non, c'est une blague. Les deux calculs. L'un qui part des galaxies, l'autre des plages. Et on tombe sur le même nombre. C'est fou. C'est une coïncidence numérique. C'est un hasard. Mais un hasard absolument vertigineux, oui. Mais comment c'est possible? Ça nous dit simplement que la collection de tous ces petits grains de sable sur notre petite planète est du même ordre de grandeur que la collection de tous les soleils de l'univers visible. Ça donne une perspective assez incroyable. C'est le moins qu'on puisse dire. Cette idée de coïncidence cosmique est folle. Et ça me fait penser que notre planète, justement, ce grain de sable, a elle aussi des mystères contre-intuitifs. Ah oui, et pas des moindres. Par exemple, l'image qu'on a tous un peu hollywoodienne, c'est celle de la Terre comme une fine coquille qui flotte sur un océan de magma en fusion. Les volcans renforcent cette idée, non? Absolument. C'est l'image d'Épinal parfaite. Et pourtant, c'est une des plus grandes idées fausses en géologie. La réalité, c'est que l'énorme couche sous nos pieds, le manteau, qui fait 80% du volume de la Terre, est solide. Alors là, je suis perdue. Complètement. Si le manteau est solide, comment on explique la dérive des continents? Les plaques tectoniques qui flottent. Tout ça s'écroule. C'est un paradoxe fascinant. Et la clé se trouve dans deux mots. Pression et temps. D'accord. D'abord, la température. Vous avez raison, dans le manteau, on peut atteindre 3000 degrés. C'est bien plus que la température de fusion de la roche en surface, qui est autour de 1200 degrés. Donc, logiquement, Tout devrait être liquide. Pourquoi ça ne fond pas? la pression. La pression est tellement colossale à cette profondeur, des centaines de milliers de fois la pression atmosphérique, qu'elle comprime les atomes de la roche. Elle les empêche de s'agiter pour devenir un liquide. En fait, elle augmente la température de fusion jusqu'à 4000 degrés. Ah d'accord, donc il fait assez chaud pour que ça fonde, mais la pression l'en empêche. C'est exactement ça. Elle la maintient à l'état solide. Je comprends pour le côté solide. Mais ça n'explique pas le mouvement. Un solide, ça ne bouge pas. C'est là qu'intervient le temps. Imaginez un bloc de poids, ce goudron noir très dur. Si vous tapez dessus avec un marteau, il se casse comme du verre. C'est solide. Oui, Mais si vous posez une boule de pétanque dessus et que vous revenez dans 10 ans, la boule aura coulé à travers. Sur un temps très long, la poix se comporte comme un fluide hyper visqueux. d'accord. Je vois l'image. Le manteau terrestre, c'est le même principe, mais à l'échelle de millions d'années. Pour nous, c'est du roc. Pour la géologie, c'est un fluide qui s'écoule très très lentement et qui entraîne les plaques tectoniques à sa surface. C'est une image très claire. Mais du coup, la lave des volcans, elle vient d'où? Ah, justement, elle ne vient pas d'un océan de magma. Elle se forme localement. Quand une colonne de roche du manteau, très chaude, remonte, la pression sur elle diminue. Et là? Et là, le verrou de la pression saute, la roche peut enfin fondre, devenir du magma et s'échapper par un volcan. C'est fascinant. Et si on va encore plus profond, on a le noyau. On sait qu'il est en métal, du fer et du nickel. Mais comment on le sait, ça? Par déduction, principalement. On a calculé la masse de la Terre, grâce à la gravité, on connaît son volume, on en déduit sa densité moyenne. Et elle est trop élevée pour n'être que de la roche. Voilà. Il fallait un cœur beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd. Le fer était le candidat idéal. Et ce noyau, il n'est pas uniforme non plus, il me semble. Non, il y a deux parties. Un noyau externe, qui lui, pour le coup, est liquide, et c'est ces mouvements qui créent le champ magnétique terrestre, notre bouclier. Et au centre? Et tout au centre, la graine, le noyau interne. Là, la pression redevient tellement extrême qu'elle force le métal à redevenir solide. Et tout ça, on le voit avec les ondes des tremblements de terre, c'est ça? C'est comme une échographie de la planète. Oui, on analyse comment les ondes sismiques sont déviées ou ralenties en traversant ces couches. C'est fou. On est passé de l'infiniment grand de l'univers à l'infiniment profond de la Terre. Pour la dernière étape, le livre nous fait zoomer encore plus à l'échelle moléculaire. Et là, l'expérience de pensée est bluffante. Ah oui, celle-là, elle est géniale pour sentir ce qu'est un très grand nombre. On part de Jules César. Jules César. On imagine son tout dernier verre d'eau juste avant sa mort en 44 avant notre ère.
D'accord, un simple verre d'eau. Quoi, 20 centilitres? À peu près. Mais dans ces 20 centilitres, il y a un nombre de molécules d'eau qui dépasse l'entendement. 10 puissance 25. Un 1 avec 25 zéros. C'est bien plus que le nombre d'étoiles dans l'univers. Ok, 10 puissance 25, je retiens. Et après? Après, on estime toute l'eau sur Terre. Océans, glaciers, rivières, tout. On arrive à environ 10 puissance 21 litres. D'accord. Et maintenant l'hypothèse. On suppose que depuis 2000 ans, les molécules du ver de César ont eu le temps de se mélanger de façon uniforme dans toute l'eau de la planète. Attendez, là aussi, comme pour le sable, je suis un peu sceptique. Le mélange parfait, c'est réaliste? Il y a de l'eau qui doit être piégée dans des nappes phréatiques depuis des millénaires, non? C'est une très bonne objection. Bien sûr, il y a des réservoirs d'eau isolés, mais la grande majorité de l'eau participe au cycle de l'évaporation, des pluies. Sur 2000 ans, le brassage est quand même extraordinairement efficace. Et la molécule H2O est très stable, donc l'hypothèse est, disons, plausible. Admettons. Alors, si on fait le calcul, on prend les 10 puissance 25 molécules de César et on les divise par les 10 puissance 21 litres d'eau sur Terre. On obtient 10 000. 10 000. 10 000. Ça veut dire que chaque litre d'eau sur la planète contient aujourd'hui en moyenne 10 000 molécules qui étaient dans le dernier verre de Jules César. Mais c'est complètement fou. Ça veut dire que dans le verre d'eau que je bois là, maintenant, il y a statistiquement des milliers de molécules qui sont passées par Jules César? C'est ça. C'est à la fois fascinant et un peu étrange, oui. Un peu déroutant. Et ça ne marche pas qu'avec César. Pensez à n'importe qui, ou même aux dinosaures. Le but de l'exercice, ce n'est pas tant l'anecdote historique que de nous faire vraiment ressentir le nombre ahurissant de particules qui nous composent et nous entourent. C'est un lien chimique, physique, avec tout ce qui a vécu avant nous. C'est vrai que ce voyage a été incroyable. On est parti des étoiles, qui sont aussi nombreuses que les grains de sable, on a plongé dans une planète solide qui bouge, et on a fini dans un verre d'eau qui nous relie à l'Empire romain. Ça montre bien comment la science peut révéler une réalité qui défie complètement l'intuition. Exactement. La curiosité est le moteur, et ces questions simples mènent à des endroits inattendus. J'imagine que le livre conclut sur une note un peu du même genre. Tout à fait. Pour nous rappeler que la nature est toujours plus créative et bizarre qu'on ne le pense, l'auteur termine avec un exemple animalier. L'ornithorynque, Ah, le fameux, le mammifère avec un bec de canard qui pond des œufs. lui-même. Mais ce n'est pas ça le plus étrange, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Ses chromosomes sexuels. D'accord? Chez nous, et presque tous les mammifères, c'est simple. 2 chromosomes, X et Y. XX, c'est une femelle, XY, un mâle. Oui. L'ornithorynque, lui, en a 10. Pardon? 10 chromosomes sexuels, 5 X et 5 Y. Pour être un mâle, il faut la combinaison des 10. 10 chromosomes sexuels. C'est C'est d'une complexité folle. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse pour la fin. Si l'évolution a pu trouver une solution aussi radicalement différente pour une fonction aussi essentielle que la détermination du sexe, qu'est-ce qu'on ne connaît pas d'autre? exactement. Quelles autres variations incroyables du plan de base de la vie existent peut-être encore, cachées dans des branches inexplorées de l'arbre du vivant? Ça nous rappelle que ce qu'on connaît n'est sûrement qu'une toute petite partie des possibles.